Bonjour, c'est Beraka. Notre façon de penser à l'éducation de nos jours est dépassée. Il est grand temps pour un changement. Venez découvrir avec nous de nouvelles idées et de nouvelles perspectives qui révolutionnent le monde de l'apprentissage. À bientôt! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre podcast Educating Differently. Donc aujourd'hui, notre invitée est Laura Galea. Bonjour Laura. Bonjour Veraka. Alors, on va entamer notre deuxième épisode avec toi, Laura, sur les pédagogies alternatives. Avant de commencer, est-ce que tu peux juste parler un tout petit peu de toi, nous dire un petit peu d'où tu viens et puis ton parcours professionnel? Alors moi j'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir professeur des écoles. J'ai commencé par l'école Montessori avec toi Beraka. J'ai eu ma classe de toute petite section pendant une année et ensuite j'ai passé ma licence française sciences de l'éducation. J'ai ensuite travaillé pour l'enseignement catholique. Pour des classes de toutes les classes de la maternelle jusqu'au CM2. Et aujourd'hui, je suis professeure des écoles en classe Ulysse dans un collège. Je suis maman de 3 enfants qui ont maintenant, la plus petite a 5 ans et la plus grande va avoir 11 ans. On avait parlé pas mal de la pédagogie de Freinet. Est-ce que ça te Oui. dérangerait de faire juste un petit récapitulatif sur ce que c'est que cette pédagogie, les origines et tout ça? Ok. Monsieur Freinet, c'est un instituteur français qui a démarré. Alors, il avait commencé à enseigner au tout début de la Première Guerre mondiale, mais malheureusement, il a dû partir à la guerre et il a vraiment enseigné entre les deux guerres, donc à la fin de la Première Guerre mondiale. Ce monsieur s'était blessé à cause d'un obus, je crois. Et il ne pouvait plus faire classe comme on faisait classe avant, donc des cours magistraux avec un instituteur qui parle et les enfants qui se taisent sur une estrade, etc. Donc il a essayé de développer des méthodes alternatives pour pouvoir faire classe quand même, parce il pouvait pas bien parler, il avait des problèmes de respiration. Et du coup, petit à petit, il a développé cette pédagogie freinée. La pédagogie freinée, c'est une pédagogie où on va laisser l'enfant assez autonome, on va développer l'expression libre, la coopération. Donc c'est une pédagogie de groupe qui se fait qu'avec un groupe d'enfants. Parce qu'on va partir de l'intérêt des enfants pour réaliser des projets. Donc du coup après tous les apprentissages se font à travers les projets des enfants. On va faire du français à travers des correspondances écrites. On va, je sais pas, faire des maths parce que tel enfant a décidé de construire une cabane, etc., etc. Okay. Et surtout, le gros point de freiner après la Première Guerre mondiale, c'est qu'il voulait plus former des enfants silencieux, chacun à sa table, etc. Mais il voulait former le citoyen de demain. Donc, il se basait sur un apprentissage de la démocratie, donc avec des conseils de classe. Les enfants avaient le droit de donner leur avis, avaient le droit à la parole. C'était assez nouveau à cette époque-là. Alors, Freinet, quand il a commencé, il est arrivé dans une école de village dans le sud de la France. Donc, il y avait une seule école pour le village. Donc, forcément, les âges étaient mélangés. Donc, il a commencé comme ça avec une classe et des âges très variés, des petits jusqu'à adolescents. Et quand il a ouvert son école plus tard, il a gardé ce mélange des âges. Il y a même une classe, quoi. Il n'y a pas de classe. Il y a un groupe d'élèves et après, ils vont se mettre par petits groupes suivant leurs envies, leurs centres d'intérêt pour réaliser des projets. Tous ne vont pas faire le même projet, mais ils sont souvent plusieurs pour faire les projets. Et après, ces projets-là peuvent être votés en conseil de classe. Voilà, on peut pas faire tous les projets. Tout le monde ne peut pas ramener une idée et on peut pas faire, je sais pas s'il y a 30 élèves, on peut pas faire 30 projets d'un coup, mais on va voter, on va voir quel projet on privilégie, etc. Cette pédagogie, elle est assez répandue. Je pense que c'est juste répandu au niveau de la France, donc mondialement pas trop. C'est ça?
Je sais pas si on peut dire qu'elle est répandue en France. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles alternatives. Comme en France, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles alternatives qui ouvrent. Les écoles alternatives vont se baser sur des pédagogies différentes comme Montessori, comme Freinet, mais souvent ils mélangent un peu, ils prennent ce qu'ils aiment. Je sais que il y a des écoles Montessori où ils utilisent le plan de travail de Freinet. Ce plan où chaque élève va avoir un plan de travail à réaliser pour la semaine, puis à la fin de la semaine, on fait un point sur ce qui a été fait pour que l'enfant se responsabilise. Donc il n'y a pas Ok. d'école, à ma connaissance, il doit y en avoir, mais c'est pas très répandu, c'est pas une pédagogie très connue. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'écoles privées hors contrat qui te servent des outils de la pédagogie freinée. La correspondance écrite, on peut le voir aussi en école publique ici, des correspondances entre classes, imprimerie. C'était un outil aussi de la pédagogie freinée. Ils imprimaient leur journal, le journal de l'école régulièrement. Ils faisaient du français comme ça. Je pense que ça maintenant, on n'est plus sur de l'imprimerie, on est sur les ordinateurs, donc ça se fait plus. Je pense qu'il n'y a pas d'école propre freinée très développée en France. Ok, ok, super. J'aimerais maintenant poursuivre sur avec Radio Emilia de Loris Malagoudi. Si tu peux Oui. un peu, parce qu'on avait brièvement parlé, mais pas en profondeur. Donc, si tu peux peut-être nous dire un petit peu ce qu'il en est. Alors la pédagogie Reggio Emilia. Reggio Emilia, c'est le nom d'un petit village en Italie. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est un petit village où les gens ont voulu, disons, éviter la montée du fascisme qu'il y avait eu pendant les guerres mondiales, et ils ont voulu prendre l'éducation de leurs enfants en main. Pour ça, ils ont voulu construire une école maternelle basée sur voilà, la libre réflexion des enfants, etc. Et Loris Malaguzzi, c'est un instituteur et un psychologue italien qui a entendu parler de ce que le village Reggio Emilia était en train de faire, et il s'est intégré au projet, et c'est lui par contre qui a vraiment structuré le projet et ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. C'est grâce à lui. D'accord. Donc, est-ce que cette pédagogie se trouve seulement dans ce village jusqu'à nos jours? Alors aujourd'hui, c'est une pédagogie qui, je crois même que depuis les années 90, l'UNESCO a classé les écoles maternelles, parce que maintenant il y en a plusieurs, les écoles maternelles de la ville de Reggio Emilia sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que c'est une pédagogie extrêmement innovante, etc. Et il les classe parmi les meilleures écoles maternelles du monde. Donc, on n'est pas sur comment dire, on n'est pas sur des écoles avec comme Montessori avec un protocole particulier, du matériel, etc. C'est très différent. Et ces écoles à Reggio Emilia attirent tellement de monde. Il y a des délégations du monde entier qui viennent chaque année pour observer. Il y a un engouement à tel point qu'ils ont dû réglementer et gérer un peu toutes ces délégations, parce qu'il y avait trop de monde, ça perturbait trop les enfants. Donc voilà, aujourd'hui je sais nous en France, il y a une association, je sais plus comment elle s'appelle, mais de la pédagogie Reggio Emilia, ouais, Reggio Children France, pardon pour mon Ok. accent. Et je sais qu'il y a beaucoup de pays qui essaient de s'inspirer de cette pédagogie. Je crois il y a l'Afrique du Sud, il y a le Brésil, le Japon, si je dis pas de bêtises, la Corée du Sud, c'est sûr, le Canada. Voilà, il y a des Ok. écoles qui sont d'inspiration Reggio Emilia. Ok. Et est-ce que tu as eu déjà la chance de d'observer une de ces classes, toi, personnellement, Non, ou non? alors non. Ok. Mais ça doit être vraiment très intéressant. Je sais qu'il y a des professeurs qui vont se former à Reggio Emilia. Après, c'est très difficile de trouver des informations sur cette pédagogie parce que déjà en France, on n'en parle pas. Donc c'est vraiment quelque chose encore qui est pas très développé en France. Je saurais pas dire pourquoi. Enfin, j'ai mes raisons, je pense, mais j'ai des petites idées, mais en tout cas non, c'est pas encore très développé, c'est pas connu du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est propre à cette pédagogie qui les distingue des autres? Oui, alors en fait, ça va être tout dans le comment dire.
ce qui a été révolutionnaire dans les écoles de Reggio Emilia, c'est déjà pour l'époque, l'enfant, on le considérait plus comme quelque chose de vide qu'on allait remplir par des connaissances, des compétences, etc. Et on partait du principe que tous les enfants étaient déjà intelligents, étaient déjà créatifs, et on allait exploiter toute cette richesse. Mais richesse qui est propre à chacun et donc propre à chaque enfant. Donc, Loris Malaguzzi, il parle des 100 langages de l'enfant et il détaille quels sont les 100 langages de l'enfant, et ça va passer par de l'expression orale, de l'expression écrite, de la danse, de la peinture, enfin tout ce qui peut être défini comme de l'expression. Et on va valoriser toutes ces formes d'expression qui viennent spontanément de l'enfant. Donc on va valoriser, encourager l'enfant. Ça, c'était un premier changement. C'était révolutionnaire pour l'époque. Et en plus, quand on voit aujourd'hui dans les écoles françaises, je veux dire, moi au collège, je vois les profs parlent, les enfants se taisent et écoutent. Donc on n'est pas encore du tout, même aujourd'hui, c'est encore révolutionnaire. Le rôle de l'adulte est aussi différent. Je trouve qu'il ressemble un peu à Montessori, mais je pense que dans les faits, c'est très différent. C'est-à-dire que dans chaque classe, il y a 2 professeurs déjà, 2 adultes, pour être sûr d'avoir une observation suffisante. Donc ils sont 2 à observer les enfants, à les guider, à leur proposer des pistes pour leur réflexion, etc., les aider à émettre des hypothèses pour qu'ils avancent dans leur projet. Et on va partir à chaque fois des centres d'intérêt de l'enfant. Donc tu vois, ça rejoint un peu la pédagogie freinée pour ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais l'organisation du corps enseignant est complètement différente. Donc ils sont 2 par classe à aider les enfants, etc. On a un professeur qui s'appelle c'est de l'italien, Atelierista, qui va être c'est un professionnel de l'art. Mais un pédagogue, non. Ça va être, c'est pas un professeur forcément. Ça va être un professionnel de l'art. Souvent, ces professionnels ont au moins 2 ou 3 arts, ils pratiquent 2 ou 3 arts différents, que ce soit de la danse, de la peinture, et ils vont avoir leur classe. Donc il y a une classe pour s'exprimer, ils vont faire de la poterie, de la peinture, voilà, tout l'art plastique. Et pareil, il va avoir un rôle de guide sur place. Donc comme après c'est son métier, il va les aider à peaufiner et à apprendre plus sur leurs compétences. Ils font de la peinture, voilà, il vaut mieux avoir un professionnel qui sait parler d'aquarelle que une maîtresse lambda, quoi. Mais il a vraiment sa classe à lui, et les enfants sont libres d'aller, de retourner dans leur classe, voilà. Et ensuite, il y a un 4e professionnel, professeur, qui va être coordinateur. Et le coordinateur va assurer le lien entre tous les professeurs pour pouvoir garder une cohérence dans les apprentissages et qu'il y ait apprentissage. Ça, c'est son rôle. Et il fait le suivi, il va faire le point avec toute l'équipe, et lui, son rôle, ça va être de voir chaque enfant où ils en sont de leur apprentissage, etc. Okay. Et là où c'est très différent par contre des autres, de toutes les écoles alternatives que j'ai pu, ou du moins toutes les pédagogies alternatives, c'est que les parents sont considérés comme ils sont totalement inclus en fait dans le projet. C'est-à-dire que les parents, ils ont des métiers, des compétences, ils vont être inclus dans les projets s'ils le veulent. Donc les parents peuvent venir, peuvent participer à des projets, peuvent donner des idées. On n'est pas juste sur une intervention d'un parent dans l'année, quoi. C'est vraiment tous les parents qui vont être inclus dans ces projets-là. Et le coordinateur, le professeur coordinateur, son rôle, c'est aussi d'assurer le lien avec les parents. Donc, et c'est ça en fait ce qui change à Reggio Emilia. C'est pas tant qu'on s'appuie sur du matériel, c'est que l'environnement de l'enfant est totalement pensé pour que l'apprentissage de l'enfant se fasse. Et tout le monde va se accorder ses violons, que ce soit le prof d'art, les professeurs en classe et les parents, et tout le monde va travailler ensemble. Ce qui n'est, moi en tout cas sur ce que j'ai vu sur les écoles jusqu'à maintenant, ce qui n'est pas le cas. Les parents souvent ne savent pas vraiment ce qu'on fait en classe. On va leur dire, ils vont avoir un bulletin, on va leur raconter comment ça s'est passé succinctement, mais ils ne sont pas inclus dans les apprentissages de l'enfant. Et ensuite, il y a aussi des adultes dans l'école, comme dans toutes les écoles, donc ça va être les cuisiniers, les agents d'entretien. Et pareil, ils sont sensibilisés au fait
que ils sont éducateurs. Ils sont tous les adultes qui vont être en contact avec les enfants sont considérés comme des éducateurs à leur niveau. Et ça, c'est nouveau.